Bonsoir chers architectes, nous sommes dans un nouvel épisode, un épisode consacré à GitHub. Nous sommes à l'épisode 34 qui porte sur les opérations de base avec GitHub. Alors aujourd'hui, je ne vais pas me livrer à la diatribe que je me livre d'habitude pour ce qui concerne l'enregistrement des épisodes. Bien évidemment, j'enregistre cet épisode jeudi. Et pour un rappel de l'épisode précédent, je dois dire que dans la vidéo précédente, nous avons présenté GitHub. Et nous avions dit que GitHub était tout simplement un service qui vous permettait de télécharger, héberger et gérer votre code à l'aide de Git. Et bien évidemment, dans le même épisode, nous avons présenté comment est-ce que vous pouviez créer votre compte personnel à GitHub. GitHub est un outil indispensable pour ce qui est de vos tâches de développement. Vous aurez besoin de GitHub à tout moment. Et c'est pour cela que vous avez obligatoirement besoin de créer un compte à GitHub. J'ai rappelé dans l'épisode précédent que GitHub n'était pas le seul service qui vous permettait de télécharger, héberger et gérer votre code. J'ai présenté des services concurrents comme GitLab ou Bitbucket qui permettaient de faire la même chose, ou encore AWS Code Commit qui rentre bien évidemment dans la palette des services ou des produits que nous allons aborder lorsque on avancera dans notre séquence de préparation à la certification d'architecte de solutions AWS. Mais pour ce qui est de ce coup, nous avons choisi de nous concentrer à GitHub parce que c'est un service, c'est le service le plus populaire actuellement. Et pour cette vidéo et cet épisode, nous allons bien évidemment faire un peu de pratique à GitHub. Ma philosophie est toujours de rendre hommage aux sources, au moins aux ressources qui inspirent la préparation de cette phase de développement web. Et j'ai toujours dit, comme je le dis dans chaque épisode, ma source principale c'est le bootcamp en ligne gratuit de Odin Project que je recommande pour ceux qui veulent aller vite, d'aller s'inscrire et de suivre le curriculum que j'estime bien léger pour avoir les fondamentaux du développement web. Bien évidemment, pour cette partie de fondamentaux liés au développement web, il y a un site web projet qui a été retenu. Et durant cette phase, nous allons bien évidemment mettre en pratique tout ce que nous avons appris pour essayer de monter un site web pareil à partir des connaissances que nous allons aborder durant ce cours. Je vais continuer en disant que nous sommes dans l'aspect pratique. Il y a un certain nombre d'actifs que je vais présenter avant de balayer le cours. J'ai rappelé à partir. La vidéo ne veut pas avancer, on va avancer. Il y a un certain nombre d'actifs que nous disposons avant d'entamer ce cours. Il y a d'abord le premier actif, c'est bien évidemment le site web que nous avons mis du temps à développer lorsqu'on a présenté les bases du HTML et du CSS. Vous avez bien évidemment ce site web. Et si vous avez suivi le cours depuis le départ, vous saurez comment on a fait pour arriver à cette présentation. Voilà. C'est bien évidemment le rendu, le résultat final de tout ce que nous avons abordé comme base du HTML et de CSS. Et vous avez ici les différents fichiers à VS Code, que ce soit les fichiers HTML ou les fichiers CSS. Alors, au-delà de ça, nous avons aussi, à partir de l'épisode précédent, nous avons notre compte GitHub qu'on a créé à l'occasion. Si vous avez suivi la vidéo précédente, vous verrez qu'on a créé un compte GitHub à l'occasion pour justement illustrer comment est-ce qu'on crée un compte GitHub. C'est vrai que j'avais déjà un compte GitHub, mais j'ai souhaité créer un compte GitHub pour accompagner les débutants dans leur phase de création de leur compte GitHub. Et je vous recommande, si vous n'avez pas encore de compte GitHub, d'aller créer
votre compte GitHub parce que toute la phase de développement web va tourner bien évidemment autour de GitHub. Pour revenir à la vidéo, nous allons aller à la présentation de cette vidéo. J'ai dit bien, on a dit plus haut que GitHub est un service qui vous permet de télécharger, d'héberger, de gérer votre code à l'aide de Git. Lorsqu'on parle de code, il s'agit bien des fichiers code, notamment des fichiers HTML et CSS que je viens de vous montrer. Alors, j'ai bien marqué à l'aide de Git. Ce dernier point, à l'aide de Git, a tout son sens, puisque lorsque vous consultez la documentation de GitHub, il est bien précisé, au cœur de GitHub se trouve un système de gestion des versions open source appelé Git. Nous avons présenté dans la vidéo en début de semaine, la toute première vidéo de cette semaine, ce qu'on entendait par système de gestion des versions. Et Git est responsable de tout ce qui est lié à GitHub, qui se produit localement sur votre ordinateur. C'est très important. C'est très important. Ça veut dire que pour manœuvrer GitHub, vous avez besoin de Git. C'est automatique. GitHub n'est juste qu'un service. Conséquemment, c'est à partir de Git installé sur votre machine locale que vous allez pouvoir gérer vos opérations à GitHub, que vous allez pouvoir utiliser le service GitHub pour héberger et gérer votre code. C'est pour cela que si vous n'avez pas encore installé Git, allez consulter la toute première vidéo de cette série, la toute première vidéo de cette semaine, et suivez-la, installez Git dans votre machine. Nous continuons donc. L'un des prérequis, c'est installer Git dans votre machine. Le deuxième prérequis, c'est la configuration de Git. J'ai abordé cela dans, je pense, le deuxième épisode de la semaine. Comment il fallait définir notamment le nom d'utilisateur à Git et définir l'adresse email. Git utilise un nom d'utilisateur pour associer les validations à une identité. Vous savez, Git, j'ai dit, c'est comme un bouton de sauvegarde. Lorsque vous sauvegardez, Git a besoin de votre identité pour marquer vos sauvegardes avec cette identité. Le nom d'utilisateur Git n'est pas le même que votre nom d'utilisateur GitHub. Ça veut dire que lorsque j'ai créé, je vais ouvrir... Lorsque j'ai créé ce compte, j'ai défini un nom d'utilisateur. Je vais sélectionner appeler remote petgar. J'ai défini le nom d'utilisateur remote petgar. Mais je ne suis pas obligé, lorsque je définis le nom d'utilisateur à Git dans ma machine locale, de reprendre remote petgar. Je peux changer et définir un autre nom que le nom défini comme nom d'utilisateur à GitHub. C'est ce qui est précisé. Il n'y a aucune obligation. C'est vrai que les développeurs, pour des commodités et pour essayer d'avoir une certaine cohérence dans leur approche, parfois essayent de matcher à la fois le nom d'utilisateur défini à Git et celui défini à GitHub. Alors, lorsqu'on a fait le cours, je vous ai montré comment dans l'épisode de mardi, je vous ai montré comment est-ce que vous pouviez bien évidemment définir le nom d'utilisateur à Git à partir de votre terminal. Et à partir du terminal, il fallait tout juste mettre la commande git suivi de config et puis deux tirets global username et puis vous définissiez le nom qui sera utilisé dans vos validations. Donc, et après cette définition, vous pouviez contrôler en mettant git. Et si les choses se sont bien faites, vous aurez le nom. Donc, je vais essayer de reprendre, bien évidemment, cette commande pour voir si j'ai défini le nom pour ce qui concerne le répertoire que j'ai en face de moi. Je vais mettre git. Git config. Je pense global. Voilà, global, oui, et user.name. Il faut savoir que ces choses, je les retiens pas en règle générale. C'est pour cela que je vous ai dit, un développeur travaille énormément avec la documentation. Il est difficile de retenir tous ces commandes et ces codes, mais lorsque vous avez la documentation,
vous n'en avez pas de souci pour exécuter ce que vous devez exécuter. Donc, lorsque je mets git config global username, et bien évidemment, il y avait déjà un nom que j'avais défini. Si vous avez suivi l'épisode précédent, vous savez de quoi je parle. Je vais continuer. Un nom a déjà été défini, mais si vous n'avez pas défini de nom, vous pouvez faire bien évidemment la commande que j'ai présentée dans le slide précédent. Vous devez aussi définir ce qu'on votre adresse email. J'ai précisé dans le titre, le sous-titre, adresse email de commit. Commit, c'est un équivalent de ce qui est de la sauvegarde. Lorsque vous voyez commit, pensez à sauvegarde. Il ne faudrait pas que certains termes vous égarent. Commit, ça veut tout simplement dire sauvegarde. Et vous savez, je l'ai dit, Git est tout simplement comme un bouton de sauvegarde pour vos fichiers et vos dossiers. Donc, Git, lorsqu'on parle de commit, il faut dans votre tête penser à sauvegarde. Donc, pour chaque sauvegarde, il faut bien évidemment un nom d'utilisateur, mais aussi une adresse mail. Donc, vous pouvez, pour définir votre adresse, mais de la même façon qu'on a défini le nom d'utilisateur, faire la même commande git config global, et puis vous mettez username, vous mettez votre email. Si vous terminez l'opération, vous pouvez contrôler si les choses se sont bien passées en faisant git config global et user.name. Ici, tout a été bien fait. Bien évidemment, votre adresse email sortira et puis on va mettre user. Je pense ça doit être user.email. Voilà, user.email. Voilà, l'adresse mail ressort. Il faut savoir que l'adresse mail auquel vous associez à vos validations, ce n'est pas obligé que cela soit la même adresse que vous avez utilisée pour créer votre compte GitHub. Parce que comme vous pouvez le voir, mon compte GitHub a été créé avec une autre adresse mail. Donc, il n'y a aucune obligation que vous puissiez bien évidemment utiliser la même adresse mail pour marquer vos validations à GitHub. Nous sommes à la phase de configuration. Maintenant, lorsqu'on termine la phase de configuration permet à ce que chaque fois que vous sauvegardez vos fichiers, vos dossiers, GitHub puisse marquer le nom de la personne qui a sauvegardé les fichiers dossiers et l'adresse de la personne qui a sauvegardé les fichiers. Maintenant, il y a le deuxième point que j'aimerais aborder, mais en le survolant parce que en l'état actuel de vos connaissances, ce serait un peu tiré par les cheveux de vous présenter ce point en détail. Il s'agit de l'authentification auprès de GitHub à partir de Git. Lorsqu'on parle d'authentification auprès de GitHub à partir de Git, il faudrait que les deux services puissent communiquer. Et pour communiquer, il faudrait que ce soit Git ou GitHub s'assure que c'est effectivement vous qui envoie l'information qu'il faut envoyer. Et là, on entre dans les mécanismes de sécurité. Quand vous connectez à un dépôt GitHub, lorsqu'on parle de dépôt GitHub, c'est un répertoire GitHub où vous allez déposer tous vos codes, tout votre code. Lorsque vous vous connectez à un dépôt GitHub à partir de Git, j'ai dit que l'interaction que vous avez, l'interface d'interaction avec GitHub, c'est bien évidemment Git. C'est à l'aide de Git que vous faites toutes vos opérations à GitHub. Donc, il faudrait que Git puisse reconnaître votre compte GitHub et sache que un utilisateur malveillant n'a pas eu accès à votre compte Git pour mener des opérations à GitHub. Donc, quand vous vous connectez à un dépôt GitHub à partir de Git, vous avez besoin de vous authentifier auprès de GitHub en utilisant le protocole HTTPS ou SSH. Ces différents protocoles, c'est difficile de présenter ces points de façon triviale. Le volet protocole, on va bien évidemment aller dans ce sens lorsqu'on va présenter les fondamentaux d'Internet, le fonctionnement d'Internet. C'est un module qui est prévu dans le cadre de la présentation des fondamentaux. En deuxième position, le premier module
dans le cadre des fondamentaux, c'était bien évidemment le développement web et c'est ce que nous sommes en train de présenter. Mais pour ce qui est des protocoles HTTPS et ou SSH, ce sont des sujets que nous allons aborder dans le deuxième volet de présentation des fondamentaux dans le cadre de votre préparation à la certification. Mais ce que je dois dire d'entrée de jeu, comme je l'ai dit dès le départ, c'est que nous n'allons pas aller dans les détails, on survole ce volet pour que vous ne soyez pas totalement déphasés quand on va aborder les points suivants, lorsque vous verrez HTTPS ou SSH, pour que vous ne soyez pas perdus. Retenez juste que ces protocoles, ce qu'on attend protocole, c'est un ensemble de règles, c'est un ensemble de règles définies, standardisées, qui permet à deux services de communiquer pour atteindre un objectif bien précis. L'objectif ici, c'est l'authentification. Il faut avoir une certaine sécurité dans l'authentification afin que les actions que vous menez dans votre compte Git puissent être répercutées dans votre service GitHub avec toutes les assurances de sécurité. Donc, lorsque par exemple vous voulez vous connecter à votre compte Facebook, qu'est-ce que le service Facebook vous demande pour s'assurer que c'est effectivement vous qui publiez ce que vous publiez, que ce soit en termes de contenu, de texte ou en termes d'image. Le service Facebook vous demande deux informations. Il vous demande votre nom d'utilisateur ou votre adresse d'inscription. Il vous demande votre mot de passe. C'est en associant ces deux éléments d'information que vous avez utilisés lors de la création de votre compte que Facebook parvient à vous authentifier et à valider tout ce que vous publiez en votre nom. Donc, c'est la même chose avec GitHub. Donc, Git, pour authentifier tout ce que Git fait en termes d'action et le répercuter, a besoin d'un mécanisme d'authentification qui passe bien évidemment par le protocole que j'ai présenté de façon en survol. Donc, c'est pour cela que je précise que nous allons revenir sur ce volet d'authentification, mais retenez juste que GitHub recommande d'utiliser le protocole HTTPS au moment où j'enregistre cette vidéo. Les choses peuvent évoluer parce que le volet sécurité va souvent un peu vite. Et bien évidemment, avec les acteurs malveillants qui existent sur Internet, on peut être amené à mettre à jour les mécanismes d'authentification. C'est pour cela que si vous voyez au tout début d'Internet, les mécanismes d'authentification se limitaient uniquement à l'adresse email et au mot de passe. Aujourd'hui, vous avez des mécanismes plus sophistiqués comme l'authentification, ce qu'on appelle l'authentification à deux facteurs, qui vous donne la possibilité, une fois après avoir rempli l'adresse email et le mot de passe, vous devez valider un code qui est envoyé dans votre téléphone. Maintenant, après ces rappels importants, nous allons aborder ce qu'on appelle la création d'un dépôt dans lequel vous allez placer vos projets. Il faut savoir que c'est dans ces dépôts qu'on enregistre votre code. C'est dans ces dépôts qu'on sauvegarde votre code et on donne aussi la possibilité de le partager dans le monde entier. Donc, la création d'un répertoire pour votre projet permet de stocker du code dans GitHub. Cela fournit une sauvegarde de votre travail que vous pouvez choisir de partager avec d'autres développeurs. Donc, on va aborder très rapidement comment créer votre premier dépôt. Alors, je prenais rapidement un verre d'eau. Alors, pour mettre votre projet sur GitHub, vous devez créer un dépôt pour qu'il y réside, bien évidemment. Lorsque on parle de projet, par exemple, dans le cas de notre site, ce dossier, c'est un projet. C'est un projet de création d'un site web personnel. Et dans ce projet de création d'un site web personnel, j'ai créé ce qu'on appelle un dossier ou un répertoire appelé Prépa Web Dev, dans lequel j'inclus à l'intérieur de ce répertoire tous les fichiers qui participent à la création de ce site web internet. Et
Parmi ces fichiers, pour l'instant, on a des fichiers HTML, on a des fichiers CSS, on a des ressources comme l'image avatar. Donc, pour mettre ce projet-là à GitHub, vous devez créer un dépôt pour qu'il réside. Un dépôt contient tous les fichiers de votre projet et l'historique de révision de chaque fichier. L'historique des révisions de chaque fichier. Donc, chaque version que vous avez définie pour chaque fichier est aussi stocké dans ce dépôt. Alors, comment créer un dépôt? C'est simple. Vous allez en haut à droite d'une page, vous utilisez le menu de Roland et vous cliquez sélectionner dépôt. C'est ce que nous allons faire. Avec on y va, nous sommes dans la page d'accueil de notre fichier. Vous allez en haut à droite, là à plus, vous cliquez New Repository, c'est en anglais, ça veut dire nouveau dépôt, nouveau répertoire. Vous cliquez, bien évidemment, on revient à notre slide, on va aller pas à pas pour que vous puissiez comprendre. On revient dans ça. On a fini avec le premier point. En haut à droite d'une page, utilisez le menu déroulant. J'ai cliqué à plus et cliqué sélectionner nouveau dépôt. Ça, c'est une traduction, mais en réalité, c'est New Repository. Je ne sais pas s'il y a une version en français, peut-être il y en a. Dans cette version en français, il y a un nouveau dépôt, mais pour ce qui me concerne, j'utilise beaucoup plus la version anglaise. Donc, si vous utilisez la version anglaise, comment vous cliquez là et vous cliquez New Repository pour créer votre nouveau dépôt. Après la création de votre nouveau dépôt, vous tapez un nom abrégé facile à retenir pour votre dépôt. Bon, pour l'exemple, petit Hello World, mais pour le cas de ce coup, je vais mettre test pour tester, test GitHub. Alors, si le nom a été utilisé par un autre développeur inscrit à GitHub, il sera refusé. Mais quand le nom est disponible, vous voyez bien, il y a un crochet vert qui est mentionné. C'est la même chose lorsque vous créez votre compte à Facebook. Si vous utilisez un nom déjà utilisé par une autre personne, il est bien évidemment refusé. Même chose avec l'adresse mail. Vous pouvez définir la description. Par exemple, vous pouvez dire OK, ce répertoire regroupe les fichiers pour la création de mon site web personnel. Voilà. C'est ce à quoi c'est la description. Et c'est optionnel. C'est cela que vous voyez entre parenthèses. On met optionnel. Vous n'êtes pas obligé de préciser cela. J'ai juste précisé cela. Après, ajoutez éventuellement une description pour votre dépôt. Par exemple, mon premier dépôt sur GitHub. C'est un choix que vous pouvez prendre. En quatrième position, choisissez une visibilité des dépôts. Une visibilité des dépôts. C'est quoi la visibilité des dépôts? Vous voyez ici. Il y a deux propositions au choix. Première proposition publique et deuxième proposition private. C'est ça qu'on appelle la visibilité des dépôts. La visibilité des dépôts vous permet de restreindre les utilisateurs ayant accès à un référentiel ou un dépôt en choisissant la visibilité. Vous pouvez choisir public ou privé. Les dépôts publics sont accessibles à tous sur Internet, c'est-à-dire si je définis ce répertoire ici, si je définis ce répertoire comme public, n'importe quel développeur, pas seulement ceux inscrits à Internet, tout développeur, toute personne peut accéder à ce répertoire et voir comment vous avez fait les choses. C'est pour cela que il est dit GitHub est très populaire parce que c'est très central dans ce qu'on appelle le mouvement open source. Le mouvement open source qui promeut des valeurs de partage, d'entraide, de collaboration. Il y a beaucoup de sites internet qui sont publics, c'est-à-dire vous pouvez aller voir comment le développeur ou les développeurs ou l'équipe de développement a conçu une solution et vous inspirer là-dessus pour concevoir une solution peut-être proche. Ce sont ces valeurs qui ont permis la très grande popularité de GitHub. Donc, si je définis par exemple que mon répertoire sera public, bien évidemment, tous les fichiers que j'ai programmés ici seront disponibles pour tous les développeurs. N'importe quel développeur peut venir voir comment les choses ont été faites.
Donc pour ce cours, je vais maintenir un peu. Mais si c'est privé, seuls ceux que j'ai définis auront accès à ce répertoire. Donc les dépôts publics sont accessibles à tous sur Internet. Les dépôts privés ne sont accessibles que par vous. Rien que par vous. Les personnes avec lesquelles vous partagez explicitement l'accès, et pour ce qui est des dépôts des organisations, des grandes entreprises, certains membres, pas tous, certains membres de l'organisation. C'est très important. Donc pour les produits, par exemple, si vous concevez votre application, une application disponible sur l'App Store ou Play Store, bien évidemment, pour ce type d'application, les codes ne sont généralement pas publics, les codes sont privés. Et lorsque vous définissez privé, si par exemple je définis privé pour ce répertoire ne sera accessible que par moi ou par les personnes que j'aurai définies. Voilà. Donc, pour ce qu'on va laisser à public. Après, vous sélectionnez Initialize this repository with a README. Initialisez ce dépôt à l'aide d'un fichier README et vous cliquez créer le dépôt. Le fichier README, c'est un fichier qui est souvent intégré dans beaucoup de dépôts. Et c'est un fichier, nous allons revenir là-dessus. C'est un fichier qui est souvent très intégré et c'est un fichier qui présente bien évidemment le projet. Beaucoup de développeurs utilisent cela comme une carte d'identité du projet où on définit par exemple le projet, les technologies qu'on a utilisées pour monter le projet. C'est comme une carte d'identité et c'est très important pour les développeurs et on va arriver là-dessus bien plus tard pour le cours. Mais vous allez tout simplement cliquer à README file. La majorité des projets à GitHub ont un fichier README et c'est très important. Tout le reste, vous allez ignorer et aller cliquer à créer pour créer votre nouveau dépôt et on va patienter. Voilà, votre dépôt a été créé. Et vous voyez que dans le fichier README, il a repris la description que j'ai mentionnée dans la phase de création. Vous voyez bien, lorsque vous avez créé, voilà, bien évidemment, votre dépôt. Vous voyez une espèce de menu. Ne vous fiez pas encore sur le menu, on va arriver là-dessus. Nous sommes encore dans la présentation des bases et aller de plein fouet comme beaucoup de cours le font sur Internet. Sur ces volets-là vont vous égarer au lieu de clarifier un certain nombre de choses. Ce que vous devez comprendre tout simplement, c'est que ici, dans cette phase, vous êtes dans votre dépôt à GitHub. Cela n'est pas différent du fichier Prepare WebDev. Il ne faut pas voir l'interface graphique et être totalement désemparé. Il faut juste comprendre que c'est comme un dossier dans votre machine ici, mais c'est un dossier dans une machine distante, une machine qui est à distance, une machine dans les serveurs, dans les ordinateurs du service GitHub. C'est un peu comme lorsque vous créez un document à Google Doc. Le document est stocké dans les serveurs de Google. Et lorsque vous voulez accéder à ce document, vous allez dans l'adresse fournie par Google pour accéder au document. C'est la même chose. C'est juste un dossier qui a été créé dans les serveurs de GitHub. Nous continuons avec notre cours. Je dis bien félicitations, vous avez créé votre premier dépôt, puis à l'initialiser avec un fichier README. Je reviendrai sur le fichier README. Maintenant, il y a un point important, il faut présenter ce qu'on appelle le concept de branche. Très important, c'est un concept qui va revenir beaucoup dans ce qu'on appelle GitHub, le concept de branche. Quand vous créez un dépôt sur GitHub, comme nous venons de le faire tout à l'heure, GitHub crée ce dépôt avec une branche unique. Comment je vais l'illustrer? Je vais ouvrir. Lorsque vous créez, vous voyez bien, c'est bien écrit One Branch. Et vous voyez la même icône que vous voyez ici, vous la voyez ici. Et c'est nommé Main. Donc, Main, c'est en anglais, ça veut dire principal. C'est la branche principale, la branche unique. GitHub crée et vous dit ce répertoire, ce dossier a une seule branche. C'est pour cela qu'il met One Branch. Main. La branche s'appelle Main. Ici, vous cliquez, ici, vous voyez bien, c'est coché.
Mais défaut, ça veut dire c'est la branche par défaut. Il n'y a plus aucune branche. Nous allons voir de quoi il est question dans le cours. C'est quoi la branche? Donc c'est créé automatiquement. Maintenant, il faut qu'on explique ce qu'est la branche. Pour expliquer cela simplement et non techniquement, parce que si vous allez sur Internet, beaucoup de cours expliquent les choses techniquement. Et j'ai dit que ma cible dans ce cours, c'est ceux qui n'ont pas de gros background en informatique. Alors, pour expliquer cela tout simplement et non techniquement, je vais reprendre l'image que j'ai présentée lors de la première vidéo de cette semaine. L'image du rapport qui passe par plusieurs versions. Je vous ai dit, lorsque vous proposez un rapport, à la fin, le rapport passe toujours par plusieurs versions. Il y a des versions 1, 2, 3, mais ce sont des versions qui ne sont pas vues par l'utilisateur final. L'utilisateur final voit juste le rapport final. Et je dis bien ce que vous voyez à l'écran là est ce qu'on appelle une branche guide. Comme vous le voyez, spécifié, que ce soit la version 1, version 2, vous voyez, il y a un lien qui lie tout cela jusqu'à la version finale. Donc, toute cette trajectoire-ci, c'est cela qu'on appelle une branche, tout simplement. Il ne faut pas vous casser la tête. Considérez cela comme une branche. Et c'est cela qui est matérialisé ici. Par guide, quand il dit branche, une branche à travers ce dossier. Alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre par ça? Ce que vous voyez à l'écran est ce qu'on appelle une branche. Pourquoi? Nous avions dit dans les épisodes précédents qu'une sauvegarde dans Git, lorsque vous faites une sauvegarde, il enregistre à la fois les différences dans les fichiers, c'est-à-dire ce que vous avez modifié entre les différents fichiers, et il enregistre aussi, il fait un enregistrement historique de chaque sauvegarde. Vous m'excusez. Donc, vous excusez, j'ai un chat dans la gorge à force de parler à répétition. Il faut savoir que dans Git ne fait pas seulement l'enregistrement d'une version, il enregistre à la fois une version et toutes les versions précédentes. Toutes les versions précédentes. Donc, il y a un lien entre la version que vous enregistrez et toutes les versions précédentes. Donc, il conserve un enregistrement historique de chaque sauvegarde. Si vous avez fait 10 sauvegardes, il y a 10. La sauvegarde qui est faite non seulement pour la présente sauvegarde, mais pour tous les autres. Donc, techniquement, chaque nouvelle sauvegarde enregistrée pointe vers la précédente sauvegarde. Donc, lorsque vous faites un nouvel enregistrement, il ne s'agit pas seulement de l'enregistrement de la version, c'est l'enregistrement de la version actuelle avec toutes les sauvegardes précédentes. Donc, si vous enregistrez la version 3 de votre document, il y a un pointeur vers la version 2 et ainsi de suite. C'est cette liaison entre toutes ces versions, entre toutes ces sauvegardes qui forment ce qu'on appelle une branche. C'est ça la branche Git. C'est ça que Git appelle branche. Donc, lorsque vous créez un nouvel dossier, il nomme tout simplement c'est la branche parce que sur cette branche, il va pointer, il va fixer toutes les différentes versions, toutes les différentes sauvegardes que vous allez enregistrer. Voilà. Donc, c'est très important. C'est pour cela qu'il n'appelle pas, lorsque vous créez votre dépôt, il dit à l'intérieur de votre dépôt, je crée une branche. Une branche, c'est juste une abstraction, un conteneur pour les différentes sauvegardes que vous allez faire de vos fichiers, de vos dossiers. Donc, il prend cela en compte. Donc, la branche est tout simplement une abstraction, un conteneur pour toutes les différentes sauvegardes successives, pour l'enregistrement historique de chaque sauvegarde qui se fera dans ce dossier. Et c'est ce parcours, cette séquence d'enregistrement historique, cette séquence d'enregistrement de chaque sauvegarde, c'est cela que Git appelle branche ou Git appelle branche. C'est une branche avec plusieurs déclinaisons, avec plusieurs pointes qui marquent chaque enregistrement que vous allez faire. Donc, c'est juste un volet sémantique que vous devez faire attention lorsqu'on parle de branche. C'est vrai que par la suite, le concept de branche a plusieurs autres utilités, mais pour l'instant, comme nous sommes encore aux bases, nous allons nous limiter à ce niveau. 5e point, création de dépôt distant. Normalement, je vais mettre dépôt avec S. Création de dépôt distant. Le dépôt que vous créez est ce qu'on appelle un dépôt distant. Donc, il faut savoir que
Ce que j'ai créé ici est tout simplement le dépôt distant test guide. C'est un dépôt distant. On dit distant parce que ce n'est pas créé dans votre machine locale, c'est créé à distance dans le service GitHub. Pour pouvoir déposer votre code dans ce dépôt distant, c'est-à-dire pour pouvoir déposer ce que vous avez développé localement ici dans votre dépôt distant. Donc ici, un test GitHub, il faut que votre machine locale sache où se trouve ce dépôt distant. Il faut bien évidemment que le Git qui est installé dans votre machine connaisse où se trouve le dépôt distant pour déplacer le code qui est local dans le dépôt qui est à distance. Donc ici représente le dépôt local prépare WebDev et le dépôt local, et test GitHub et le dépôt distant. Donc il faut pour que la machine locale GitHub qui est installée, Git je veux dire qui est installé dans votre machine locale et qui sauvegarde tous vos fichiers et tous vos dossiers, pour qu'ils puissent aller déposer ces fichiers, ces dossiers, ce code dans votre dépôt distant appelé test GitHub, il faut qu'il sache bien évidemment l'adresse. S'il n'a pas d'adresse, comment il va livrer le code, comment il va envoyer le code là-bas. Donc il faut déjà l'indiquer où est-ce que se trouve l'adresse. Alors, lorsque vous créez votre dépôt à distance avec GitHub, GitHub attribue deux types d'adresses de lien. Une adresse HTTPS et une adresse SSH. Vous vous souvenez, lorsque j'ai parlé des mécanismes d'authentification, j'ai parlé de deux protocoles. Le protocole HTTPS et le protocole SSH. Et j'ai dit que c'est le protocole qui était recommandé, c'était HTTPS, les mécanismes d'authentification. Et j'ai dit qu'on y reviendra. Alors, lorsque vous êtes dans votre dépôt distant test GitHub, si vous allez ici à code, que vous allez voir quelque chose de très important. Vous voyez bien qu'ici il y a HTTPS et SSH, et puis il y a un troisième élément, on a bien dit nouveau, c'est une nouvelle fonction qui a été ajoutée avec GitHub, où vous pouvez installer ce qu'on appelle command line interface, un terminal GitHub qui vous permet d'interagir directement avec GitHub, mais nous n'allons pas aborder cela pour l'instant dans le cours. Ici, vous avez la possibilité d'avoir l'adresse, ce que j'ai appelé adresse HTTPS. Voici l'adresse HTTPS de ce dépôt distant que vous voyez ici, et vous avez la possibilité de le copier. Voici l'adresse SSH de ce dépôt. Pour ce qui est de notre cours, nous allons nous limiter d'abord à l'adresse HTTPS. Donc, chaque dépôt que vous créez à GitHub, chaque dépôt distant a une adresse. Et pour le dépôt actuel, voici l'adresse. Je vais copier l'adresse et on verra à quoi ça sert. Donc, votre dépôt distant par défaut est généralement associé avec le mot-clé origine dans Git. Git, dans votre machine locale, considère est associé avec le mot-clé origine. On laisse d'abord cela, je vais arriver là-dedans. Il faut que Git installé dans votre machine locale ait l'adresse du dépôt distant pour savoir où il doit déposer le code. Je l'ai déjà dit, héberger le code qui est actuellement dans votre machine. Ok, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Il faudrait que Git qui est installé ici dans la machine et dans ses bases donner l'adresse où il doit envoyer tout ce code dans votre dépôt distant GitHub. Alors, comment on fait donc pour permettre à Git installé dans notre machine locale de savoir où est-ce que se trouve le dépôt distant? Très simplement, il y a une commande prévue là-dessus. La commande git remote add. Donc, vous allez dans votre terminal, dans le répertoire où est stocké votre code que vous voulez ajouter à GitHub. Donc, c'est-à-dire ici, je suis dans à partir du terminal, je vois bien, je suis à prépare WebDev. Pour ceux qui se rappellent, si je veux sortir, si par exemple je voulais ici là je suis pas prépare WebDev, je suis dans ce qu'on appelle la racine. Donc je suis dans le disque dur. Ici je voulais entrer dans prépare WebDev, je peux faire la commande dit pour voir quels sont les différents répertoires, car la machine je vais voir bien qu'il y a
un répertoire prépare WebDev ici. Dit, si vous vous rappelez le cours que j'ai donné sur l'interface de commande, la ligne de commande sur le terminal, vous voyez bien, j'avais présenté un certain nombre de commandes que le terminal reconnaît, notamment dit pour lister les fichiers, les dossiers d'un répertoire. Et j'avais présenté aussi CD pour entrer à l'intérieur d'un répertoire. Donc si je mets CD, si je mets un répertoire qui n'existe pas, par exemple CD prépare, vous voyez, il dit il n'y a pas un répertoire, mais si je fais pareil et je mets WebDev, vous voyez bien, il va entrer dans le répertoire. Donc il faut être à l'intérieur du répertoire pour mettre la fameuse commande qui va permettre à Git de savoir où est-ce que se trouve, d'enregistrer, je vais dire, l'adresse du dépôt distant. Donc je vais mettre git remote add, je mets le nom du dépôt distant, par exemple origine, c'est ce que j'ai parlé précédemment, et puis je mets l'adresse du dépôt. Donc le nom du dépôt distant dans votre dans Git est utilisé, est symbolisé avec le mot-clé origine. C'est une formalité, je vais dire, c'est par défaut. Ce n'est pas quelque chose que nous pouvons modifier, c'est comme ça que les choses ont été programmées. Donc, lorsque vous allez vous mettez git remote add et vous mettez origine, il sait que c'est le nom du dépôt distant, c'est un mot-clé. Et puis là, vous mettez bien évidemment l'adresse. Je vais mettre espace. C'est pour cela que c'est bien précis. La commande git remote add qui permet d'ajouter l'adresse du dépôt distant a deux arguments. Le premier argument, c'est le nom du dépôt distant, origine, bien évidemment. C'est ce qui est de façon standard utilisé pratiquement partout. Et l'adresse du dépôt distant, par exemple www.git, ça c'est un exemple. Mais lorsque vous voulez avoir l'adresse du dépôt distant, vous allez tout simplement dans votre dépôt distant que vous avez créé à GitHub, vous cliquez à code et vous aurez bien évidemment l'adresse ici présent que vous pouvez à partir de cette icône copier. Bien évidemment, c'est ce que j'ai fait. Et lorsque j'ai tapé git remote add origine et j'ai mis bien évidemment l'adresse. Lorsque vous mettez l'adresse, je vais mettre entrée. Voilà. Lorsque je mets entrée, s'il n'y a pas de message de erreur, tout simplement il a déjà enregistré dans sa base de données l'adresse du dépôt distant. Tout simplement, il a déjà enregistré l'adresse du dépôt distant. S'il y avait une erreur, il aurait bien évidemment mis l'erreur. Et si vous voulez vérifier que cela a été bien enregistré par Git, l'adresse du dépôt distant était bien enregistrée, vous mettez git remote -d6 et puis git remote -v. Voilà, vous voyez bien, il vous dit ok, voilà l'adresse que j'ai enregistrée. Maintenant, une fois que vous avez enregistré l'adresse du dépôt distant, il faut maintenant stocker votre code à GitHub. Donc, on va déporter maintenant notre code disponible dans notre machine locale. On va l'envoyer à GitHub. Et c'est ce que je dis. Vous pouvez charger un dossier existant dans votre machine locale en un répertoire sur GitHub à l'aide de la ligne de commande. Et c'est ce que nous allons faire avec le dossier prépare WebDev, ce dossier-ci. C'est le dossier prépare WebDev qu'on va envoyer bien évidemment dans notre dépôt distant. Alors, comment envoyer cela dans notre dépôt distant? Vous ouvrez le terminal. Supposons que j'ai travaillé sur ce dépôt. J'ai dit ok, je vais ajouter d'autres recommandations d'application. Je mets lire. Je mets peut-être une application que je utilise régulièrement, par exemple Synalis que j'utilise. Je mets une autre application que j'utilise. Je vais mettre quelle application? Whimsical que j'utilise aussi. Et puis je peux mettre encore une dernière application que j'utilise, une toute nouvelle application Tana que j'utilise aussi. Alors j'enregistre mon fichier. Maintenant je vais faire ce que on a l'habitude, on a présenté dans la précédente vidéo. Je vais indexer, c'est-à-dire signifier à Git que ok,
il y a des modifications qui ont été faites, des modifications qu'il faut prendre en compte de mes guides. On a dit lorsqu'on met add et on met le point, il prend en compte toutes les modifications qui ont été faites dans n'importe quel fichier. Maintenant, je sauvegarde directement, ça c'est une sauvegarde locale. Git commit, le 6M et je mets le message. Dans le message, je vais dire ok, j'ai ajouté d'autres recommandations. Et je mets git commit. Voilà, il dit ok, il y a 3 ajouts qui ont été faits. Les 3 ajouts correspondent aux 3 éléments des listes que j'ai ajoutés, comme vous avez vu. Maintenant, c'est ce qui est précisé. Première chose, vous devez toujours, avant d'envoyer votre code dans le dépôt distant, faire les enregistrements de toutes les modifications. J'avais dit dans l'épisode précédent que l'enregistrement se faisait en 2 étapes. Il y avait d'abord git add et puis il y a git commit. C'est ce que j'ai fait. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Il faut déplacer maintenant les modifications ou déplacer tout le répertoire de votre dépôt local Git avec GitHub. Donc, ce que nous avons fait, la commande que nous allons maintenant insérer dans le terminal va nous permettre de déplacer tout cela, bien évidemment, dans notre dépôt distant. Et comment déplacer tout cela dans notre dépôt distant? Il faut tout simplement faire git push origin. Oh, j'ai bien précisé origin et puis c'est-à-dire git push, ça veut dire en anglais déplacer, pousser. C'est-à-dire il envoie tout ce que nous avons fait. Et vous mettez le nom du dépôt de distant, c'est ce qu'on a abordé, origin. Et vous mettez le nom de la branche, parce que c'est bien évidemment vers cette branche. La branche ici s'appelle main, c'est cela. Lorsque je présentais la branche, j'ai bien dit ça. Donc, vous mettez git push origin. Comme il a déjà l'adresse enregistrée, l'adresse de la branche du dépôt distant, il va tout simplement ramasser tout ceci et envoyer. Donc, git push origin main c'est le nom de la branche. Pour l'instant, prenez les choses ainsi. Lorsque on évoluera, je vais encore entrer en détail sur ce volet de branches. La branche ici s'appelle main, la branche à l'intérieur du dépôt test guide. On va le faire. Maintenant, pourquoi on pousse ces modifications à la branche? Nous verrons cela bien plus tard. Git push main. On va patienter. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il a voilà donc une situation très intéressante parce que lorsque vous êtes développeur, ce qui arrive parfois, c'est que vous pouvez vous retrouver avec des messages d'erreur. Et c'est ce volet-là qui décourage énormément de développeurs. Alors, j'ai fait le cours, maintenant je me retrouve dans une situation que je ne maîtrise pas. Lorsque je fais push origin main, il me met error ssref speak main do not match any. Ce qui veut dire, c'est que il n'arrive pas à retrouver à partir de l'adresse que j'ai communiquée. J'ai dit git push origin, j'ai mis le nom de la branche. Il dit il n'arrive pas à retrouver cette branche là à partir de ce que j'ai donné. Alors, comment gérer ce genre de situation? Tout simple, il faut passer, comme tous les développeurs le font, à Google. Donc, je copie le message d'erreur, je vais à Google, je tape et je fais une recherche pour comprendre. Alors, lorsque je tape le message d'erreur, il y a une première information qui donne. Il faut savoir que beaucoup de développeurs passent par cette phase. Et c'est pour cela que vous verrez, vous voyez par exemple Stack Overflow, qui est un service qui est très populaire auprès des développeurs parce que la majorité des développeurs, c'est comme un réseau social qui permet, lorsque vous avez buté, d'aller publier les messages d'erreur dans ce réseau social. Et parfois, dans les films, on pense que les développeurs sont des super génies, mais dans la réalité, ce n'est pas pareil. Il y a l'aspect collaboration. Les développeurs ont ce qu'on appelle leurs réseaux sociaux, leur réseau d'entraide. Et vous verrez qu'il y a beaucoup
d'applications de sites web comme Stack Overflow, d'applications comme Discord qui sont assez célèbres parce que c'est là où beaucoup de développeurs se retrouvent et s'entraident. Vous avez une erreur, vous copiez le message d'erreur, vous créez un message, vous publiez là-dessus et bien évidemment, à partir de ce message d'erreur, il y a d'autres développeurs qui ont été confrontés aux mêmes erreurs et qui ont pu trouver des solutions qui viennent répondre à ce message. Et cette base de données reste. Comme par exemple, s'il y a quelqu'un qui a eu une erreur similaire, peut-être pas la même que j'ai eu. Et bien évidemment, il a publié ça, c'est un message, vous le voyez depuis 2021. Donc, il y a une grosse base de données qui existe. Et vous voyez ici un mécanisme de vote. Parce que lorsque une erreur a permis à beaucoup de sortir de la situation difficile dans laquelle elle se trouve, elle est votée. Et la meilleure solution parmi tout ce qui est proposé pour les développeurs est affichée. Voilà, donc, vous avez là une telle proposition a eu plus de 3918 votes. Et la réponse qui a eu la plus grosse, qui a eu la plus grosse validation, c'est celle-ci avec 5572. Et il dit, voilà ce qu'il a fait. Lorsqu'il push Origin Master, il a ceci. Et qu'est-ce qu'il a fait pour réussir à gérer ça? Maybe you just need to commit. When I did, voilà. Alors, ce qu'il est en train de dire, c'est que il a eu le même problème, mais il a d'abord, dans un premier temps, repris les choses, initialisé le répertoire et il a encore fait l'enregistrement. Donc, on va passer par cette méthode. Cela ne veut pas dire que la méthode va réussir. Il y a une chose qu'il faut comprendre. Cela ne veut pas dire que la méthode va réussir. Mais il faut essayer. C'est comme ça que beaucoup de développeurs apprennent. Donc, je vais d'abord initialiser. Réinitialiser Git et puis mettre un nouveau message pour dire réinitialisation des fichiers du site web. Là, on est en plein dans le débogage. Maintenant, je vais donc essayer encore de cliquer Git push. Oui, si ça me met le même message, je vais essayer de faire encore Git push origin. Le même message apparaît. Donc, la méthode n'était pas bien évidemment la meilleure. Il faut qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais revenir au fichier de recherche et essayer de voir comment. Donc parfois c'est pour cela que vous verrez beaucoup de développeurs pour résoudre un problème. Un développeur peut passer pratiquement une journée, 2 journées, 3 journées et résoudre le problème. Mais lorsqu'il parvient à résoudre le problème, push Origin Master. Ok. Bon, qu'est-ce qu'il faut faire? Git checkout. Donc là, actuellement, vous êtes en train de voir ce qu'on appelle le débogage en plein. Ok. Git,
On va voir ce que ça va donner. Ok, qu'est-ce que je vais faire? Ils disent que j'ai été git command live. Qu'est-ce qui se passe? Remote permission to remote packet denied to Pegasus. Alors on me refuse. Je vais essayer de revenir. C'est vrai que ce que je suis en train de faire n'est pas un code pour débutants. Je vais essayer de revenir et faire un nouvel ils sont en train de dire que je n'ai pas accès. Je suis à combien de minutes? Je suis à 56 minutes. Waouh, c'est vraiment qu'il remonte à... Je pense que c'est ça. Ok, ça existe déjà. Mais pourquoi est-ce qu'on m'interdit de... Bon, je vais faire une recherche pour comprendre pourquoi est-ce que... Qu'est-ce qui peut entraîner le refus d'une... C'est un peu ce qui arrive en règle générale lorsque vous recevez un message, on fait des recherches. Voilà une situation où quelqu'un a eu le même problème. Comment est-ce que ça a été réglé? Bon, je vais essayer de copier. Allez, essayer de voir ce que ça donne. Qu'est-ce qui se passe? Ok. Je vois ce qui pose problème. Je pense que au niveau de ma configuration, ok, je vais définir git config. Maintenant, c'est un problème de... Je vais mettre remote. Bon, si cela ne donne pas, je vais arrêter la vidéo et puis illustrer bien plus tard comment est-ce que les choses se font. Là, cela va me donner le temps de faire la recherche pour savoir à quel niveau. Mais dans votre présentation, vous pouvez avoir des choses différentes. Ce n'est pas obligé que vous ayez la même chose que j'ai eu. Donc, il peut arriver que lorsque vous faites votre vidéo, vous soyez plutôt pas en difficulté comme je suis en difficulté exactement. Cela peut, les difficultés que je peux avoir actuellement peuvent relever plutôt des situations où j'utilisais avant un répertoire GitHub et bien évidemment, et c'est ça qui pose le problème parce que je suis en train d'utiliser deux répertoires différents. Mon Git est configuré avec
un répertoire bien précis. Et actuellement, j'utilise un autre répertoire. Et le problème va se poser actuellement parce que lorsque je vais chercher à me connecter avec le navigateur, il va essayer de prendre ce que j'ai l'habitude d'utiliser. Et c'est ce qui est en train de se passer actuellement. Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous voyez, il veut prendre mon répertoire normal, c'est-à-dire ce que j'utilise d'habitude, c'est-à-dire ce répertoire-ci. Pourtant, pour illustrer mon cours, j'ai utilisé un autre répertoire, ce qui n'est pas du tout bon. Ça me met en difficulté. Vous voyez, il veut utiliser le répertoire EPGAS, c'est-à-dire ce répertoire-ci qui est mon répertoire principal, ce que j'utilise. Pourtant, j'ai créé un autre répertoire pour illustrer ce cours qui est ce répertoire. C'est ça qui est difficile actuellement et qui complique la situation. Comme vous pouvez le voir, il veut authentifier avec... donc je vais annuler parce que mon objectif n'est pas de partir sur cette base. Comment est-ce que je peux gérer ce relais-là? Comment est-ce que je peux gérer ce relais-là? Ok. Bon. Je pense que l'essentiel a été donné. Devant la difficulté actuelle, je pense que je vais d'abord dans un premier temps laisser et puis voir comment est-ce que je peux prendre les choses différemment pour arriver. Et je pense qu'après pratiquement 1 heure de vidéo, je vais m'arrêter là-dessus. Mais si vous avez suivi mon cours, normalement, vous verrez que tout ce qui est ici, vous allez le retrouver, bien évidemment. Vous allez bien évidemment le retrouver ici sur cette page. Et bon, si je veux faire les choses autrement, au-delà de ce que j'ai présenté, je vais illustrer ça avec mon compte principal. Je vais aller par exemple ici rapidement. Je vais créer un nouveau répertoire que je vais appeler TestGitHub pour illustrer cela. Sans passer par ce que j'ai, je vais mettre mon premier dépôt. Et puis voilà, j'aurais dû cliquer là. Bon, je vais passer là-dessus. Je vais appeler ça. Et puis je vais venir ici vous montrer comment est-ce que, en reprenant la même chose que j'ai fait là, je vais aller ici, je vais ajouter cela comme je l'ai fait, git, ok, et dit que ça existe déjà parce que j'ai, et puis je vais faire git push et je vais envoyer ça dans le répertoire origine. On va voir ce que ça va donner. Ok. Je pense que j'ai changé les mécanismes d'authentification. Ce sont des choses que je vais régler bien plus tard. Ok. Il demande le mot de passe. Je mets et je confirme. Non, merci. Je n'ai pas besoin de ça. Ce que vous voyez là, c'est les mécanismes d'authentification. Qu'est-ce qui se passe? C'est tellement impossible de créer un canal. C'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe?
Même en passant, normalement, les choses sont compliquées. Je vais encore essayer des choses. Comment est-ce que je peux annuler ce que je fais? J'ai l'impression que ce que j'ai, la configuration que j'ai faite ici, là, est en train de m'amener beaucoup de problèmes. Mon Dieu, je ne sais pas ce qui est en train de se passer actuellement. Mais je pense que rendu à ce niveau, je vais arrêter bien évidemment. Et bien plus tard, je vais essayer de voir qu'est-ce qui se passe avec notre cher guide. Normalement, la mise à jour devait se faire, le fichier devait être copié. Ok, je pense que ce sont les mécanismes d'authentification entre mon installation de guide local et GitHub qui posent problème. Et dans la deuxième partie de la vidéo, je vais essayer d'investiguer ça. Mais je pense que si vous avez suivi les instructions que j'ai données, vous n'aurez pas de problème. Les problèmes que j'ai, c'est le fait que j'avais déjà un compte GitHub, j'ai créé un deuxième compte GitHub. Et il y a des difficultés à travers ma session actuelle qui avait déjà une authentification avec un ancien compte GitHub et l'autre nouveau compte GitHub. Et lorsqu'il veut renvoyer, il n'arrive pas, bien évidemment, à créer cette connexion entre mon installation GitHub locale et GitHub en ligne. Donc, ce sont les problèmes qui arrivent. Je vais investiguer et dans la prochaine vidéo, en présentant le deuxième volet des opérations de base, je vais bien évidemment aborder tous ces points. Mais pour l'instant, je pense que je vais arrêter à ce niveau. Alors, ce que je peux dire pour conclure, c'est que, bon, j'avais prévu que les choses devaient être plus simples, notamment pour vous montrer comment est-ce qu'on peut déplacer le répertoire local vers GitHub. Je vais bien évidemment investiguer pour voir de quoi il est question. Ce que vous devez comprendre, c'est qu'une fois que vous avez déplacé votre dépôt local ou votre répertoire local avec GitHub, vous pouvez accéder à ce code n'importe où et vous pouvez aussi permettre à d'autres personnes de travailler. Donc, cela vous permet de sécuriser votre compte, partager votre projet et collaborer avec d'autres développeurs en travaillant en équipe pour résoudre les problèmes. Donc, dans la deuxième partie, nous allons revenir sur ces difficultés que j'ai actuellement. Je vais essayer de régler l'authentification qui est entre Git et GitHub, ce conflit d'authentification qui est manifesté ici où on demande d'impossible de créer un canal sécurisé SSL et TLS. Donc ces difficultés à créer le canal sécurisé va compliquer notamment la situation, puisque GitHub n'arrive pas à créer bien évidemment le canal avec je vais essayer de m'authentifier par d'autres moyens, puisque j'avais installé à l'époque l'extension de VS Code pour essayer de m'authentifier directement à partir de VS Code et permettre, une fois que j'ai lié VS Code, l'extension GitHub de VS Code avec mon compte VS Code, il peut prendre le code à partir de ma machine et envoyer. Donc c'est la dernière stratégie que je vais opérer et voir comment cela va se comporter. Je suis déjà à 1 minute, 1h10. Je n'aurais jamais imaginé pour cette vidéo aller à 1h10. J'ai déjà fini, mais je ne souhaite pas refermer cette vidéo sans aborder ce volet-là. Donc, je vais tenter une dernière tentative en essayant de m'authentifier directement. J'espère que les choses vont prendre. Mais tel que je vois comment les choses prennent du temps.
Je me demande bien si les choses vont bien. Je vais prendre ici. Qu'est-ce que j'ai comme information? Non. Ça charge sur le début. Donc, il y a réellement des soucis d'authentification. C'est très sérieux. Je n'arrive pas à authentifier. Oh, je pense que les choses ont pris. Donc, je vais essayer de pousser ça. Pour voir si le mécanisme. C'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe? Normalement, l'authentification directe à partir ne devrait pas poser problème. Normalement, lorsque mon VS Code est connecté, cela ne devait pas poser des problèmes. Je vais essayer de... Bon, je vais encore consacrer 5 minutes pour essayer de résoudre ce problème rapidement. Je vais faire une recherche avec Google pour essayer de résoudre le problème. Et là, vous voyez en live comment est-ce que parfois on arrive. Ça doit être un problème qui est la Windows 7 parce que je vois le même problème qui apparaît chez un utilisateur. Il donne une certaine recommandation. Les recommandations qu'il donne, je ne pense pas que je peux activer tout cela à l'instant T. Je dois trouver une autre solution. Qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression que c'est un problème qui est spécifique à Windows. Avec la gestion de TS. Ouais, on me renvoie toujours à cette page. Voilà, les versions antérieures de Windows, telles que Windows 7, n'activent pas TS par défaut pour les communications. Donc, il y a un souci avec les communications sécurisées. Et wow, on pense pas de modifier les valeurs et de redémarrer. Donc, il faut activer le protocole TLS sur la machine. Bon, c'est quelque chose que je vais arrêter la vidéo et activer cela avant puisqu'on parle de redémarrer la machine. Et puis je vais faire la même opération et pusher le code directement pour que cela se retrouve évidemment dans mon dépôt distant GitHub. Voilà, donc le problème est lié à l'ancienne version de Windows que j'utilise et bien évidemment si vous utilisez une version plus récente, je pense que voilà, on dit bien si vous utilisez Windows 8, Windows 10 ou d'autres systèmes Windows 11,
Cela prend en charge nativement TSS 1.2. Donc, il y a bien évidemment eu une mise à jour des règles de sécurité de GitHub. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les règles de sécurité évoluent. Et cette mise à jour des règles de sécurité a mis à mal le système Windows 7 que j'utilise actuellement. Et c'est cela qui pose problème et qui empêche la communication entre l'installation de mon Git local et GitHub. Voilà tout simplement le problème à travers une recherche très simple à Google. J'ai compris quel était le problème et bien évidemment il faut activer le protocole TLS dans ma machine qui est assez ancienne et qui utilise Windows 7 pour pouvoir bien évidemment créer le lien de communication entre ma machine locale, Git qui est installé dans ma machine locale et c'est ça le problème. Donc je vais activer, redémarrer ma machine et faire bien évidemment la commande Git push origin main pour déplacer mon code de ma machine locale vers ma machine en ligne. Et je vais vous présenter ça dans la vidéo prochaine. Merci et on se retrouve à demain pour la continuité de cette phase des opérations de base avec GitHub. Merci et à demain.